Ouais, tu commences oui, j'arrive. Ouais. Non, parce que comme il y a du bruit avec l'extérieur, comme j'ai une parfaite de français, si vous mettez vraiment pas votre montant, on voit que ça commence à bouger un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est un pied de l'actualité par rapport à la conférence que nous organisons ce soir, mais en tout cas, au Kosovo, ça rebouge en ce moment. Ça bouge. Voilà. Donc merci à vous, merci d'avoir accepté cette invitation, puis je vous souhaite une bonne conférence. J'utilise celui-là ou celui-là? Comme vous voulez, bonsoir à tous et merci à Patrice Magneron pour cette présentation. Est-ce que tout le monde m'entend? A priori, oui. Je suis très heureux d'être présent ici ce soir. C'est la troisième fois que je suis dans cette salle en quelques semaines. Donc je souscris à ce qui a été dit sur la nécessaire unité des Français qui aiment leur pays et face à toutes les difficultés innombrables qui sont en train de tomber dessus. Donc merci à l'AF, à l'Action française, dont je ne suis pas, parce que je suis légitimiste, vous saurez tout, mais qui nous reçoit ici ce soir. Et je pense qu'on est passé à un stade où il faut vraiment dominer nos propres divisions pour aller de l'avant et essayer de tirer ce pays de la situation dramatique dans laquelle il est. Alors ce soir, la conférence que je vais vous faire, je vais essayer de tenir 3 quarts d'heure, sans vous ennuyer, sans vous endormir, sur ce thème un peu bizarre, qui est le titre choisi, du Rwanda à l'Ukraine, en passant par le Kosovo. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, plus qu'une conférence, vous l'avez compris. J'ai été engagé au Rwanda en 1994 comme commandant du groupement de légions étrangères qui était déployé dans cette opération, je vous en dirai 2 mots. Et puis 5 ans plus tard, j'ai été engagé au Kosovo comme commandant du groupement des forces spéciales qui a été engagé sous commandement britannique de l'OTAN dans cette province serbe qui défraie la chronique encore maintenant, aujourd'hui même, où je vous parle. Il y a des incidents très graves qui se passent dans le nord du Kosovo, zone majoritairement peuplée de Serbes, ce qui n'est pas le cas de la province entière, qui elle est maintenant peuplée majoritairement d'Albanais. Et puis l'Ukraine. Et en fait, pourquoi cette espèce de pont audacieux du Rwanda à l'Ukraine en passant par le Kosovo? Parce que, tout simplement, je retrouve dans ces trois conflits saillants qui nous interpellent à des titres divers et sur lesquels on peut avoir des idées fausses, souvent, je retrouve un certain nombre de constantes, de choses qui m'ont personnellement marqué et qui m'ont amené à tenir des positions qui sont parfois un peu à contre-courant de ce qu'on entend à droite et à gauche. Le Rwanda en 1994, je suis de temps connaître, j'ai 37 ans, je suis un officier de Légion, j'ai servi au 2e REP, et je suis à ce moment-là en poste à Djibouti, poste avancé de l'armée française en Afrique orientale, la Corne de l'Afrique, où je suis en fait à l'état-major, au bureau opération de l'état-major. Et je termine un séjour de 2 ans qui a été très actif avec pas mal d'interventions, que ce soit à Djibouti, que ce soit au Yémen, que ce soit en Somalie, sous commandement américain déjà, ce qui m'a évidemment aussi marqué et donné un certain nombre de points de repère. Et je suis désigné pour commander ce groupement de légions qui va être constitué à partir d'unités qui vont venir de France, d'Afrique, de Djibouti en particulier, mais du Gabon également, etc. Et de France, du 2e REI, de Nîmes, du 2e REP, de Calvi, etc. Et je vais plonger dans une aventure qui va durer 2 mois, c'est extrêmement court, fin août 1994. On intervient tardivement sur ce génocide atroce qui se déroule depuis le début avril 1994 au Rwanda, ce petit pays d'Afrique centrale, ancienne colonie allemande, devenue colonie belge, enfin sous protectorat belge à partir de 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale,
et qui devient à ce moment-là donc francophone, après avoir été germanophone. Il y a encore quelques traces quand on regarde bien à ce moment-là, mais le pays est devenu francophone, géré par la Belgique, et qui va connaître au moment des indépendances, 1959-60, des événements dramatiques. Les événements dramatiques, c'est tout simplement l'accession du pays à l'indépendance, sachant que deux communautés humaines principalement le forment, les Tutsis, 15%, 20% peut-être de la population, qui sont une race de seigneurs, si je puis dire, d'éleveurs nomades, qui se sont fixés au Rwanda quelques siècles auparavant, qui venaient de la région du Nil. La proximité physique entre les Tutsis et les Éthiopiens, par exemple, est très grande. Moi, j'ai pas mal fréquenté la région et j'avais été frappé par ces aires de ressemblance, des individus très grands, comment dirais-je, de traits très fins, tout le contraire des Hutus, 80% ou 85% de la population, petits, rablés, qui sont plutôt des Noirs d'Afrique, de la côte occidentale de l'Afrique, plutôt des Bantous, hein, pour schématiser les choses. Et ces deux populations vont vivre en paix enfin en paix relative, oui, pendant des siècles. La société est dominée par les Tutsis. À la tête du pays, il y a un Mwami, un roi, avec des traditions extrêmement codifiées et précises, et puis un peuple de paysans qui travaillent de la houe et de la glèbe, comme l'a dit Bernard Lugan, qui connaît bien la région. Et des événements dramatiques en 59-60, c'est la révolution sociale, excusez du peu, où les Hutus prennent le pouvoir en éliminant ou en martyrisant de manière atroce, il faut le dire, les Tutsis. Ça se traduit par la prise de pouvoir fort démocratique, en fonction de cette règle, un homme égale une voix, qui fait que les Hutus deviennent l'autorité du pays. Les Tutsis soit acceptent la nouvelle donne, soit s'expatrient à l'extérieur. C'est le cas par exemple d'un petit garçon avec sa famille de lignage royal qui s'appelle Paul Kagame et qui est l'actuel président du Rwanda, Tutsi, et qui fuit en Ouganda voisine pour tout simplement pour sauver sa peau avec ses parents et sa famille. Ce personnage va jouer un rôle très important dans les années qui suivent, puisqu'il grandit, il fait des études en Ouganda, il devient anglophone et il devient un officier de l'armée ougandaise avec le grade de colonel dans les années 90. Il est le chef des renseignements militaires de l'Ouganda. Mais il a toujours au cœur cette idée, il n'est pas le seul, il y a un de ses amis et chef qui mourra dans des conditions un peu troubles, qui s'appelle Fred Rwigema. Ils ont l'idée de reprendre le Rwanda, de reprendre le pouvoir au Rwanda, de rétablir, alors non pas la monarchie telle qu'elle avait existé jusqu'en 60, mais de rétablir un pouvoir Tutsi. Et dès 1990, il s'érige en front patriotique rwandais, FPR, en anglais RPF, Rwandese Patriotic Front, qui va s'en prendre au Rwanda du moment, gouverné par le président Juvenal Habyarimana, un Hutu, qui a pris le pouvoir en 1973 en renversant son prédécesseur, alors qu'il était chez l'état-major de l'armée rwandaise. À partir de cette année, de cet octobre, de ce mois d'octobre 90, le Front patriotique rwandais, Tutsi, soutenu par l'armée ougandaise, portant l'uniforme ougandais, matériel de guerre ougandais, va s'attaquer au Rwanda, si je puis dire. Et là, le président Habyarimana se tourne vers le président Mitterrand, qui est en fonction, et lui demande son aide au titre des accords de coopération militaire qui avaient été signés en 1974 sous la présidence de Giscard d'Estaing par le même président Habyarimana. Alors Mitterrand accepte et on envoie 2 ou 3 compagnies de parachutistes, d'infanterie de marine ou légionnaires à tour de rôle
à Kigali, au Rwanda, un détachement du 1er PIMA, un détachement d'assistance militaire et d'instruction, et on va, entre guillemets, sauver le pouvoir d'Habyarimana pendant une période qui va durer d'octobre 90 à octobre 93. Alors c'est non sans contrepartie pour Mitterrand, parce que Mitterrand impose au Rwanda, qui est un pays comme tant d'autres en Afrique à ce moment-là, fonctionnant avec un parti unique, Mitterrand impose le multipartisme et l'ouverture à la démocratie, entre guillemets, sauf que la démocratie dans ces pays-là, on revient toujours à l'élitisme, comme vous le savez bien. Et donc, cette période va être marquée par une opération française qui s'appelle l'opération Norrois, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, puis par une opération d'évacuation des ressortissants quand Kigali est menacée au moment de l'attentat contre le président Habyarimana, en avril 1994, opération Amarilis, qui vise à rapatrier nos expatriés et puis les expatriés européens. Et puis se déclenche donc le 6 avril cet attentat qui est, selon toutes les informations dont on dispose aujourd'hui, malgré une polémique que certains entretiennent à plaisir, qui est le fait en fait du président Kagame actuellement au pouvoir et du Front patriotique rwandais. On a les numéros de missiles, on a la provenance des missiles, on a même le nom des tireurs des missiles. Tout ça a été parfaitement documenté en détail et il n'y a pas de doute, en fonction de la règle à qui profite le crime, on sait que cet attentat a été fomenté par l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame. Cette situation, cet attentat déclenche une situation catastrophique et dramatique dans le pays. Dès le lendemain, 7 avril, la population commence à s'entretuer. Ou plus exactement, la majorité Hutu, pas toute la majorité Hutu, il y a des gens qui sont comportés tout à fait honorablement, bien sûr, mais une grande partie des Hutus, et probablement les plus frustres et les plus modestes, ceux qui craignent un retour du Mwami, un retour du joug féodal qui leur était imposé jusqu'en 1960, 1959, 1960, ces gens-là s'en prennent aux Tutsis dans des conditions atroces. C'est massacre à la machette, massacre à la grenade, massacre, tout est bon pour tuer son prochain Tutsi. Alors il y a aussi beaucoup de familles mixtes, déjà à cette époque, et les familles se déchirent entre elles et se tuent entre elles. C'est quelque chose d'assez abominable. Dans un petit pays qui avait été christianisé à la fin du XIXe siècle, apparemment sans beaucoup de profondeur en réalité. Alors on peut parler de la démocratie chrétienne, etc., qui est passée par là, sous la colonisation belge, mais toujours est-il qu'on a une situation absolument épouvantable. Moi à ce moment-là, je suis en poste à Djibouti, je termine mon séjour, ma femme est enceinte de notre 6e enfant, je m'apprête à rentrer en France et puis à poser mes valises à Aubagne, au commandement de la Légion étrangère, où je sais que je vais être affecté. Et en fait, mon général me convoque début juin en me disant « Vous n'allez peut-être pas rentrer tout de suite, votre femme accouchera toute seule, elle a l'habitude, c'est le 6e, hein, ou la 6e exactement. » Et donc, je vous ai retenu pour commander le groupement qui sera formé à partir de Djibouti pour faire partie de l'opération turquoise, un des 3 groupements opérationnels de l'opération turquoise. Alors évidemment j'accepte parce que quand on est un officier digne de ce nom et qu'on vous donne un commandement aussi prestigieux, aussi risqué aussi à certains égards, mais vous l'acceptez tout de suite évidemment. Et donc je me trouve projeté au Rwanda dans cette situation dramatique de la fin juin 1994, où le génocide n'est pas terminé, où il y a encore des gens à tuer, malheureusement, des gens de tous âges, des Tutsis comme des Hutus, parce qu'en fait, rapidement, les extrémistes Hutus, si on peut les appeler ainsi, s'en prennent à leurs frères Hutus qui ne sont pas d'accord, et Dieu sait s'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas d'accord. Et nous, la France, alors je ne suis pas particulièrement un fan d'Alain Juppé, hein,
mais c'est le premier comme ministre des Affaires étrangères qui dénonce le génocide dans ces termes. Je crois me souvenir, sans dire de bêtises, au mois de mai, tout début du mois de juin 1994, et qui réclame à l'ONU, avec l'assentiment du Premier ministre, Édouard Balladur, et du président Mitterrand, et qui réclame à l'ONU de faire quelque chose. Mais l'ONU est présente au Rwanda depuis notre départ, à nous, Français, en octobre 1993, au terme des accords d'Arusha. Il n'y a plus de troupes françaises au Rwanda. Il reste une dizaine de conseillers techniques, mais il n'y a plus de troupes françaises, d'unités militaires constituées au Rwanda. C'est très important parce que souvent on vous dira que la France est à l'origine, enfin a mené à complicité de génocide. Ben, il n'y avait personne pour le faire. Parmi les Français, il y en avait quelques-uns parmi les Rwandais. Donc à ce moment-là, il y a une opposition évidente des Américains à cette intervention au Rwanda pour faire cesser le génocide. Et cette opposition américaine va durer pratiquement jusqu'à l'autorisation enfin donnée par la résolution 929 de l'ONU, qui autorise la France à intervenir pour 2 mois seulement, sous chapitre 7, qui permet d'utiliser la force pour faire respecter le droit. Et à ce moment-là, la France, qui n'a pas de moyens de projection stratégique, je veux dire par là d'avions capables de nous transporter dans des conditions rapides et conséquentes, la France fait appel aux États-Unis, comme on l'avait fait des années plus tôt à Kolwezi, et les États-Unis refusent. Donc à ce moment-là, la France se tourne vers la Russie et l'Ukraine, petit clin d'œil en passant, qui a de gros avions transporteurs, des Antonov, qui permettent à ce moment-là d'organiser un pont aérien sur ce qui est encore le Zaïre, qui va devenir aujourd'hui la République démocratique du Congo, au nord du lac Kivu, sur la plateforme de Goma, qui dispose d'un aéroport assez conséquent qui permet le port des gros porteurs. Et donc c'est le début de l'opération turquoise, qui a pour mission, c'est très clair, de mettre fin au massacre, quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, et quelle que soit la population qu'il vise. Donc le mandat est très clair, contrairement aussi à certaines assertions aujourd'hui encore, qui voudraient dire que le mandat n'était pas clair, que la France avait choisi le parti des génocidaires, que la France voulait rétablir le régime qui était en train de s'effondrer tout simplement, et ce qui est strictement faux. Je peux vous en certifier la vérité, parce que j'étais sur place et que j'ai vu les ordres écrits, que certains imaginent maintenant ou réécrivent maintenant. Donc la France intervient au Rwanda pour ramener l'ordre et la concorde civile autant que c'est possible. On a 2 mois pour le faire. Je peux vous dire que j'ai été très fier de participer à cette opération, de voir le dévouement, la générosité de l'armée française, quelle que soit sa composante, troupes de marine, légions étrangères, forces spéciales, aviateurs, des marins un peu perdus sur les bords du lac Kivu, etc., etc. On peut être fier de notre armée parce que c'est une armée qui est, on en parlera peut-être tout à l'heure, aujourd'hui un peu désarmée, mais qui a une qualité humaine absolument remarquable et irremplaçable. Et c'est ce qui fait sa force. À partir de cette période, de ces 2 mois, la première chose qui m'a choqué en arrivant, j'étais là depuis quelques jours à peine, installant mon PC au sud du lac Kivu, à Sangougou, qui allait devenir un peu le chef-lieu de mon secteur, chef-lieu d'une préfecture rwandaise, mais chef-lieu de mon secteur, avec une petite piste d'aéroport en dur qui m'a bien rendu service. Ce qui m'a choqué tout de suite, c'est l'arrivée massive de journalistes du monde entier, et en particulier des médias anglo-saxons. Quand je dis anglo-saxons, c'est britannique bien sûr, beaucoup américains, mais aussi australiens, néo-zélandais, etc. Et tous ces médias, d'emblée, nous regardaient en position d'accusés. Je me souviens d'avoir été interviewé par TWN, chaîne américaine, où le journaliste qui m'interrogeait et me filmait m'a demandé si je n'avais pas honte d'être au Rwanda comme officier français, d'y intervenir après ce que nous y avions fait. Alors je veux dire, j'étais sidéré, je tombais un peu de l'armoire pour parler vulgairement, et je me disais mais qu'est-ce que c'est que c'est, qu'est-ce que c'est que c'est. Alors bien sûr, en mettant
en perspective, quand vous avez le recul, vous comprenez très bien, mais je vais y venir, c'est le plus intéressant. Et cette opération se termine fin août, on replie notre dispositif, nous sommes remplacés par la MINUAR 2, Mission des Nations Unies pour le Rwanda. Nous n'avons pas pu intervenir sur le génocide naissant. Le général canadien qui l'a commandé est, à mon avis, un homme un peu fragile et sujet à caution, le général Dallaire. Et au lieu de demander un renforcement significatif de son dispositif le 6 avril, 7 avril, quand le génocide a débuté, il avait 2600 hommes, alors un peu toute la planète. Il y avait des éléments belges, mais il y avait aussi des éléments botswanais, sri-lankais ou autres. Pas forcément la meilleure posture pour agir militairement, c'est vrai, mais au lieu de demander son renforcement par des contingents expérimentés et aguerris, il s'est laissé déposséder de 9/10 de ses effectifs, passant brutalement quelques jours de 2600 hommes à 260. Comment voulez-vous faire face à 260 hommes à une situation absolument hors norme? Tout ceci pour dire que la France, moi je suis rentré fin août par Djibouti pour y terminer mes formalités administratives de fin de séjour et rentrer en France, faire la découverte de mon sixième enfant et rejoindre Aubagne, qui était ma destination. Et en rejoignant Aubagne, je suis surpris, j'ai 15 jours de permission, j'ai été heureusement accordé par la française, et je suis surpris de découvrir dans une librairie de Marseille, je m'installe à Marseille, pas très loin de la confluence des deux Prados, et dans cette grande librairie, je vois en vitrine un livre qui venait de sortir, tout frais des imprimeries, édité par publié par un certain François-Xavier Verschave, dont le nom sera plus familier par la suite, parce qu'il est le responsable d'une organisation qui s'appelle Survie, organisation anti-colonialiste, très, très branchée sur les crimes supposés de la France dans toute l'histoire de la colonisation française, etc. Et qui a pour titre France, complicité de génocide. Et la couverture, ce sont des machettes empilées les unes sur les autres. Alors j'achète ce livre, évidemment, par curiosité, et je découvre qu'il y a 3 pages me concernant dans le livre, pour dire quel type abominable je suis, ce que j'ai pu faire au Rwanda pendant ces 2 mois, et en particulier l'accusation qui continue de courir régulièrement, on la trouve sur Internet, et cette accusation qui est il a aidé les génocidaires, les dirigeants génocidaires à fuir le Rwanda et à se réfugier au Zaïre. Bon, ça c'est un incident que j'ai raconté dans mon bouquin qui est ici, que j'ai raconté le lendemain même de son déroulement à une journaliste pas particulièrement favorable à l'action de la France ni de son armée, Florence Omna, qui en a fait un article très juste dans Libération à l'époque, parce que tout simplement j'ai été averti par mon officier d'enseignement le 6 ou 7 juillet de l'arrivée intempestive dans mon secteur, dans la ville de Samburu, ville frontière du Zaïre, ville qui donne sur le lac Kivu, de l'arrivée de quelques véhicules lourds de berlines noires escortés de camions de la garde présidentielle. Donc j'ai compris que j'avais du beau monde qui arrivait chez moi. Et en fait, je suis allé me renseigner et je suis allé voir ces personnes qui étaient en fait simplement le président. Le président par intérim de la République rwandaise de l'époque, l'ancien président de l'Assemblée nationale, de ce régime ONI qui venait de commettre le génocide. Et moi, ayant évidemment rendu compte à mon général, mais sans consigne particulière, je leur dis, vous avez quelques heures pour déguerpir, vous allez nous aider à partir, et certainement pas, la France n'est pas là pour vous aider à quoi que ce soit. Les temps ont changé, et c'est pas de la faute de la France,
Et c'est de la faute de ce gouvernement rwandais qui a dérapé. Et dans la foulée, ils m'expliquent qu'ils ont des problèmes de regroupement de famille, etc. Je leur dis, écoutez, vous avez 24 heures, et dans 24 heures, vous quittez le territoire rwandais, et ce qui vous arrive ensuite n'est pas mon problème. Voilà, je n'ai pas de consigne particulière, ni pour les arrêter, ce qui m'est reproché aujourd'hui, ni pour en faire quoi que ce soit, et donc, le lendemain, ils partent au Zaïre. Je précise qu'en fait, il y avait parmi eux le président, en exercice par intérim, le ministre des Affaires étrangères, et puis 2 ou 3 autres ministres moins importants. Et le président mourra de maladie très peu de temps après, et le ministre sera attrapé, traduit à Arusha devant le tribunal pénal international et sera finalement absous. Donc, je vais vous dire comme tout ça est difficile à jauger quand on est sur le terrain dans l'action. Mais peu importe, cette affaire m'a marqué parce que je rentre en France et dans la foulée, les mois qui suivent, les semaines et les mois qui suivent, l'armée française est prise à partie, en particulier dans le Figaro, qui n'est pas un journal extrémiste de gauche, sous la plume d'un grand reporter, prix Albert Londres, Patrick de Saint-Exupéry, qui s'en prend à l'armée française et qui nous attaque Oubi et Torbi chaque fois qu'il le peut. Je prendrai la peine de le rencontrer en étant encore en activité et en lui proposant un rendez-vous en off, si je puis dire. Je passerai 4h30 avec lui à discuter pour le convaincre de ce qu'il fantasme et sur les détails de l'intervention française au Rwanda. Et je vois bien qu'il est sous influence. Ce personnage continue d'agir aujourd'hui, oui, on est en 2023, 1994, c'est presque 30 ans après, et ce personnage continue, avec l'appui d'un de ses amis qui est éditeur, l'éditeur Laurent Beccaria, l'édition des Arènes, et tout un groupe de gens, recrutant même parfois d'anciens militaires. Il y a l'ancien adjudant de gendarmerie, Prugnot, qui a participé à l'opération Turquoise. Il y a un de mes anciens subordonnés, capitaine à l'époque, jeune capitaine, qui maintenant défrait la chronique au point d'être non seulement expert du Rwanda, mais expert de l'Ukraine aujourd'hui. Il est sur toutes les chaînes de télévision, il s'appelle Guillaume Ancel, regardez-le. C'est un faussaire, c'est un menteur, j'appelle ça un mytho-mégalomane ou un mégalo-mythomane, ou au choix. Enfin, voilà. Et donc, je perçois à ce moment-là l'importance du mot désinformation qui enrobe toute cette affaire rwandaise. Et bien entendu, j'ai la prétention de penser qu'il n'y a pas de désinformation sans un objectif stratégique derrière. Pour moi, l'objectif stratégique, c'est déjà le projet américain qui est d'éliminer la France de l'Afrique francophone et en particulier de cette Afrique francophone qui tangente les provinces orientales du Kivu, de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, Nord Kivu, Sud Kivu, Shaba, dont certains ont entendu parler, pour les fabuleuses richesses minières que ces provinces contiennent. On va de l'uranium à l'or, en passant par le cobalt et toutes les terres rares qui sont aujourd'hui indispensables à tout ce qui est environnement électronique, électromagnétique, etc. etc. Et le mot désinformation me frappe parce que certains parmi vous doivent évidemment connaître Vladimir Volkov, qui a écrit beaucoup sur ce sujet. Il a fait une grille de lecture de la désinformation qui est passionnante, mais qui ne s'appliquait pas au Rwanda dans ses écrits. Alors moi, je l'ai simplement traduit version Rwanda pour le compte de l'école de guerre, il y a maintenant déjà pas mal d'années, il était une douzaine, une quinzaine d'années, en reprenant tout simplement ces critères, et on s'aperçoit que le cas rwandais est un cas école de désinformation. Mais avec un but stratégique, c'est de chasser la France de cette région des Grands Lacs africains, extrêmement intéressante au plan économique, et où les grandes puissances se sont affrontées, clairement. Un livre remarquable a été écrit par un spécialiste que vous connaissez peut-être également, qui est John Le Carré, spécialiste de romans policiers,
qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Le Champ de la Mission, qui se déroule dans la région des Grands Lacs et qui vous décrypte tout ça, qui vous explique tout ça, version britannique. Très très intéressant. Quand je rentre en France, je vois cette désinformation avec le général Lafourcade qui était mon chef et qui était mon chef respecté pendant l'opération Turquoise. On commence à se dire qu'il faudrait faire quelque chose. Mais on est encore officier en activité, on a d'autres occupations et on est... mais ça nous trotte dans la tête parce qu'on déteste voir nos noms affichés dans les journaux pour dire que vraiment il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de différence entre la Waffen-SS à Oradour-sur-Glane et l'armée française au Rwanda, si vous voulez, pour faire schématiquement le résumé. Et je quitte Aubagne 2 ans après, je suis muté à Paris, j'arrive aux opérations spéciales et 5 ans plus tard, c'est le Kosovo, 98 exactement, septembre 98, les écrans de télévision nous montrent l'abomination de l'abomination, ce nouveau génocide en cours au Kosovo, où les méchants Serbes s'en prennent aux gentils Albanais. Et alors je ne dis pas que les Serbes font toujours dans la dentelle, je ne dis pas que ce sont des saints non plus, mais on voit très bien l'orientation à ce moment-là très forte de ce démarrage de cet événement Kosovo. Et là, la donne a changé en France. On a lancé le rapprochement avec l'OTAN, et ce rapprochement est très fort puisque toutes les opérations de conception, de planification se font un peu à Paris, au centre d'opération des armes interarmées, à Boulevard Saint-Germain, mais beaucoup à Mons, en Belgique, au SHAPE, au commandement suprême de l'OTAN en Europe. Et on ne sait pas encore très bien quels vont être nos modes d'action. Moi, je suis au COS à ce moment-là, je suis chargé de ce dossier. Et au COS, quand on est chargé d'un dossier, en général, en tout cas à l'époque, s'il y a projection de force sur le terrain après, on commande les éléments qui sont mis en place sur le terrain. C'est ce qui va m'arriver dès début 99, sous commandement britannique, car l'opération se place sous commandement britannique. Mais il y a une brigade française ou multinationale, mais sous commandement français, à Kumanovo, dans le nord de la Macédoine, commandée par le général Valentin, où je retrouve un certain nombre d'amis et qui vont m'aider à prendre mes marques, parce que je me méfie infiniment de mes chefs britanniques. Sans trahir de secret, mes chefs à Paris m'avaient, et mes grands chefs à Paris, je ne dirai pas leur nom, mais m'avaient fortement conseillé de faire très attention aux mauvais coups tordus que pouvaient me réserver nos alliés britanniques, eux-mêmes sous commandement américain. Et en fait, ces quelques mois de janvier à juin au Kosovo, en Macédoine du Nord, plus exactement à ce moment-là, sont marqués par un événement principal qui sont les négociations de Rambouillet, négociations qui vont durer quelques semaines et dont on comprend très vite que c'est un décor factice, virtuel, mené par les États-Unis d'Amérique, bien sûr, et l'Union européenne, mais avec un but, c'est faire échouer les négociations. C'est mettre les Serbes dans un corner pour les obliger à refuser comment dirais-je, une possibilité de paix. Et on les amène finalement à refuser ces conditions de paix qui sont en fait tout simplement inacceptables. Et c'est pas moi qui le dis, mais des journalistes allemands par exemple, ou des officiers alliés qui ne sont pas nécessairement français. Et puis deuxième événement, le massacre de Račak en Serbie, au Kosovo, territoire serbe, où on impute aux forces de l'ordre serbes le massacre de civils albanais, dont on va découvrir un peu plus tard qu'en fait c'est un montage. Et là aussi c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'enquêtrice en chef finlandaise qui finit par avouer quelques années plus tard qu'on l'a soumise à des pressions terribles pour qu'elle inverse ses responsabilités de ce massacre. Ce qui nous ramène encore une fois
au mot désinformation. Et la troisième étape, c'est Bill Clinton, Madeleine Albright. Alors Madeleine Albright qu'on avait croisée au Rwanda 5 ans plus tôt, parce qu'à l'époque elle était l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU et qu'elle était très agressive vis-à-vis de la France à propos de l'opération turquoise dont je viens de vous parler, en disant que c'était une opération strictement anormale, que c'était quasiment du néocolonialisme, etc., etc. Et là on retrouve la même Madeleine Albright, âme-damnée du clan Clinton, du clan démocrate américain, noyée aujourd'hui au milieu des néoconservateurs américains, et qui est acharnée à produire une responsabilité serbe dramatique pour déclencher une guerre. Et c'est ce qui va se passer avec finalement sans autorisation de l'ONU, le déclenchement par l'OTAN, je crois le 23 mars 1999, pour 78 jours de bombardement sur la Serbie et le Kosovo, avec des pertes civiles évidemment, et une guerre tout à fait, à mon sens, illégale et illégitime. Mais à ce moment-là, moi je suis sur le terrain, je ne me pose pas ces questions-là, illégalité, illégitimité, c'est un peu... Mais avant de partir, j'ai été quand même briefé par mon père, qui est officier général en retraite, qui est en train de mourir d'un cancer. Il va attendre quand même que je revienne du Kosovo début juillet pour partir, et qui m'avait briefé en me disant, tu sais, quand tu es rentré du Rwanda, tu m'avais fait part de tes doutes sur la politique américaine très hostile à la France. Je t'avais dit à l'époque que j'avais vécu la même chose en Algérie et en Indochine auparavant. Les Américains n'ont jamais été nos amis. Ils ont été nos alliés quand il le fallait, mais quand ils avaient besoin de nous, mais on ne compte pas pour grand-chose à leurs yeux. Alors rappelle-toi quand même en revanche, m'avait dit mon père, juste avant de partir, que les Serbes ont toujours été les fidèles alliés de la France. Et alors maintenant, on inverse un peu la donne, on va leur taper dessus. Donc agis avec discernement, mon fils. Alors je l'avais regardé en disant, ben, je peux parfaitement me sortir de cette mission et me faire affecter sur un autre théâtre, et quelqu'un prendra ma place. Mon père m'avait dit surtout pas, parce que maintenant tu es averti et tu sauras faire preuve de discernement, ce que ne saurait pas nécessairement faire l'officier qui serait amené à te remplacer si tu te dédisais. Voilà. Alors là, j'ai vraiment vécu de nouveau un temps très court, encore plus court au Rwanda, parce que à partir du moment où nous sommes rentrés au Kosovo à la signature des accords de Kumanovo, imposés à la Serbie après 78 jours de bombardement, qui n'avaient pas d'ailleurs entamé le moral ni le potentiel de l'armée serbe, qui était intact, ça j'ai pu m'en assurer, mais qui avait fait beaucoup de dommages à l'économie serbe et aussi aux civils serbes. À partir de là, je suis rentré au Kosovo en précurseur. J'ai été affecté dans le nord du Kosovo, cet endroit même où se passe tant d'événements là, en ce moment même, ces jours-ci, l'affrontement entre la population serbe qui n'en peut plus de ce pouvoir kosovar qui a été mis en place par l'OTAN avec la complicité de l'Union européenne et malheureusement, je dois le dire, de la France, et les forces spéciales, les dites forces spéciales de l'UCK, de ces rebelles albanais aujourd'hui au pouvoir dans cette province, qui ne cessent depuis 1999, donc depuis 24 ans, bientôt 25 ans, de pratiquer le nettoyage ethnique, de faire partir les Serbes, de faire partir les Roms, de faire partir les Gorani, de faire partir toutes les minorités qui ne sont pas albanaises et de préférence musulmanes. Il y a 10% d'Albanais au Kosovo qui sont catholiques, mais la grande majorité, 90%, est musulmane. Et le Kosovo est d'ailleurs, en passant, anecdote, le premier contributeur de djihadistes en Irak et en Syrie ces dernières années, par rapport à la taille de sa population. Je découvre au Kosovo, en fait, alors, Madeleine Albright, Bill Clinton, cite un génocide de 200 000 morts déjà au mois de juin 99. Et en réalité,
quand tous les comptes seront faits, si je puis dire, vous me direz, quelques milliers c'est toujours trop, c'est évident, mais le chiffre même de l'OTAN, toute catégorie confondue de morts, sera de quelques milliers, 6000 morts et quelques, pour toute la durée des opérations serbes contre les Albanais, Albanais contre les Serbes, l'intervention de l'OTAN, etc., etc. Donc on est loin, avec 6000 et quelques morts, des 200 000 qui ont servi de prétexte au matraquage de la Serbie, sans mandat de l'ONU, dans des conditions terribles en 1999, pour l'amputer de sa province du Sud, qui est à la fois son cœur spirituel, identitaire, historique. Le Kosovo est une région composée en fait de deux régions, le Kosovo et la Metochie, terre d'église, moitié-moitié, et c'est une terre peuplée couverte, je dirais, de monuments plus anciens les uns que les autres, de monastères, d'églises, de toute beauté, dont les origines sont extrêmement anciennes, puisqu'elles remontent au Moyen-Âge. Toute l'histoire serbe est inscrite au Kosovo, en fait. Et donc on a cette injustice de voir cette partie de terre serbe, cette province serbe, peuplée progressivement de plus en plus d'Albanais à partir du règne de Tito. Tito, le croate, voulait diminuer le poids de la Serbie dans la République fédérale de Yougoslavie, il y est parfaitement arrivé, et en particulier voulait développer un Kosovo albanais qu'il a favorisé largement pendant toutes ces années de pouvoir. Milosevic a réagi pas forcément très intelligemment en prenant strictement le contre-pied subitement, ce qui a provoqué cette rébellion armée albanaise, l'UCK. Sur la liste des organisations terroristes des États-Unis d'Amérique, jusqu'en 1996, où là, de terroristes, on devient amis, alliés et protégés de l'administration américaine. C'est ainsi que Hashim Thaçi, le commandant de l'UCK, le poulain de Madeleine Albright, même que Paul Kagame au Rwanda avait été le poulain de Madeleine Albright en son temps, Hashim Thaçi, qui est aujourd'hui en prison à La Haye, où il doit répondre de crimes de guerre et de trafic d'organes prélevés sur personnes vivantes, prisonniers serbes, prisonniers roms, prisonniers gorani, où finalement nous avons contribué à établir un État fantoche, un État terroriste, un État mafieux au cœur de l'Europe, qui abrite en son sein la plus grande base américaine militaire en Europe aujourd'hui, qui est le camp Van Steel, et qui permet tous les trafics divers et variés, puisque Madeleine Albright, qui est maintenant disparu, paix à ses cendres, mais le général Wesley Clark, qui commandait en chef, qui était le SACUR de l'époque, associé au général Michael Jackson, qui était le général britannique, qui était le patron de l'opération. Tous ces gens-là font de juteuses affaires au Kosovo aujourd'hui, avec les gens qui y sont au pouvoir, nous y avons installés au pouvoir. Et qu'il faut une chasse sans pitié aux Serbes, comme on le voit. Alors on le voit peu sur les médias, parce que les médias, les grands médias ferment les yeux sur ces exactions, sur ces horreurs parfois, parce que c'est très gênant, ça met en cause la responsabilité de l'Occident d'une manière générale. Je ne voudrais pas être trop long, mais je vous ai planté un décor rwandais, un décor kosovar, entre guillemets, serbe au Kosovo, avec un certain nombre d'ingrédients, et où on retrouve toujours le mot désinformation, le mot administration américaine, en particulier démocrate, le camp Clinton, Madeleine Albright, etc., etc.